Magistrat. Expliquez pour nous. Évadez de leur pensée, magistrat. Ok, mais allez-y. Évadez de leur pensée, magistrat. Magistrat, il faut comparer ce qui est comparable. Nous sommes de la famille romano-germanique. Nous ne sommes pas de la famille anglo-saxonne. Mais attendez. Oui. Cher public, vous n'avez pas le droit, s'il vous plaît, évitez les applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, magistrat. États-Unis, c'est un pays fédéral. Peut-être ils viennent avec leur pad, mais ils n'ont, pour montrer fondement historique, mais ils n'ont pas de culture. Ils ne maîtrisent pas la science. Peut-être leurs radios sont tombés en désiatude. Magistrat, s'il vous plaît, taisez-vous, magistrat. Taisez-vous. Magistrat, aux États-Unis, ma consoeur avait pris un exemple du juge que le président Donald Trump avait nommé. Mais le juge là-bas est nommé à vie. Même si les juges avaient 93 ans, on ne peut pas les pousser à sortir du système. Et ensuite, il y a plusieurs échelons. Il y a state, département, ça me dit bien vous. Oui. Il y a les country. Donc, il y a les juges de district, il y a les juges du département, il y a au niveau fédéral. Taisez-vous. Donc, magistrat, ici en Haïti, le renouvellement du juge, nous disons, même si le CSPJ émet un avis favorable, l'exécutif aurait dû accepter, aurait dû prendre en considération l'avis favorable du CSPJ, parce que c'est le CSPJ qui est l'organe du pouvoir judiciaire. Voilà que l'exécutif garde dans leur tiroir. Merci. Ok. Donc, honorable magistrat, je passe le témoin à ma conscience. Encore une fois, rapidement, magistrat, parce que moi je suis direct et je viens avec des exemples. L'indépendance judiciaire, une réalité, et on entend que le budget, le salaire dépendent non pas de CSPJ, mais on demande au pouvoir exécutif de penser au salaire des juges. Les véhicules sont en mauvais état, encore une fois, pas au CSPJ, mais les demandes sont adressées au pouvoir exécutif. Même le tribunal de première instance, on demande au pouvoir exécutif de changer de local. Donc, le pouvoir, soi-disant indépendant, ne peut même pas avoir son propre budget, ne peut pas se procurer de ses propres véhicules, et même un local, on est obligé de demander au pouvoir exécutif de vous loger. Magistrat, j'ai fini. Les filles, veuillez noter que le Conseil de la Défense en a la parole en dernier et que le tribunal prend acte aussi de la plaidoirie du fond des deux thèses plaidées à l'audience. À cette phase, le tribunal va consulter le ministère public pour son avis technique, s'il en aurait avis, bien sûr. Le ministère public aviez-vous un avis sur la technique, sur la plaidoirie des deux thèses plaidées à l'audience? Merci, honorable. Honorable président du tribunal, estimable confrère de la partie de m'adresse, et estimables confrères et consoeurs, distingués confrères
et consoeurs de la partie défenderesse. Les dispositions constitutionnelles relatives à l'existence des trois pouvoirs distincts et rigoureusement indépendants, pour répéter le professeur Bernard Gousse, auraient pour fondement théorique la séparation des pouvoirs de Locke, dans un premier temps, repris par Montesquieu, toujours dans une perspective d'attachement aux lois. Il souligne, selon une analyse historico-légale de certaines de nos anciennes constitutions, telles que celle de 1843, de 1846, 1860, 1867, 1874, 1879, 1888, 1889 et la dernière en date, celle de 1987, une véritable consécration démocratique basée sur le principe de la séparation des pouvoirs. Toutefois, il convient de passer en revue ces mécanismes, à savoir légaux et institutionnels, existants en vue de mesurer l'effectivité de l'indépendance du pouvoir judiciaire tel qu'il est prescrit par la loi. Selon la professeure Kriegel, en 1979, du Centre national pour la recherche scientifique, l'état de droit tient son origine des monarchies de l'Europe occidentale, qui proposent un modèle d'État différent de l'ancien modèle qui était issu du Saint-Empire romano-germanique et de la seigneurie. Ainsi donc, dans ce modèle, la puissance est soumise à la loi. À ce propos, Aristote écrit dans Les Politiques, traduit du grec par Pierre Pellegrin de chez Garnier Flammarion en 1990, que le gouvernement de la loi est plus souhaitable que celui des citoyens et selon le même argument, s'il est meilleur que certains gouvernements, il faut les établir comme gardiens et serviteurs des lois. Locke, de son côté, voit trois grandes fonctions dans le pouvoir politique, soit la législative, l'exécutive et la fédérative. Il pense que la société, c'est-à-dire l'État, doit être soumis à un pouvoir législatif établi par le consentement de la communauté. Et nous citons, « La tentation de porter atteinte sur le pouvoir serait trop grande si les mêmes personnes qui ont le pouvoir de faire les lois avaient aussi entre les mains le pouvoir de les exécuter, car elles pourraient se dispenser de les faire exécuter. » Montesquieu y consacre sa fameuse théorie sur la séparation des pouvoirs qui établit le rôle de chacun des trois pouvoirs ainsi que leur contrepoids. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir, dit-il. Léon Duguy parle d'un État subordonné à une règle de droit supérieure à lui-même qu'il ne crée pas et qu'il ne peut pas violer. Cette primauté est aussi consacrée dans la théorie de la hiérarchie des normes de Kelsen, qui veut que les normes juridiques soient hiérarchisées de telle sorte que la puissance de l'État s'en trouve limitée. Selon le principe de la hiérarchie des normes, postulant la stricte application de la loi, les actes des décideurs doivent s'aligner sur les règles supérieures formant un ordre hiérarchisé contrôlé par un juge indépendant. C'est-à-dire qu'avoir des lois ne suffirait donc pas à limiter l'arbitraire, en ce sens qu'elles peuvent en être elles-mêmes arbitraires. Mais un système de contrepoids doit être prévu pour arrêter le pouvoir tel qu'il est dit par Montesquieu, c'est-à-dire assurer l'absence de concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul. Par ailleurs, l'indépendance judiciaire est aussi garantie par la Constitution de 1980.